Le souffle de Paris m'étranglait. Non pas l'air pollué de ses boulevards, mais l'atmosphère confinée et lourdement parfumée de cette pièce insonorisée au fond du Sphinx. Le cuir des fauteuils étouffait chaque son, les livres sur les étagères semblaient n'avoir jamais été ouverts. Simple décoration. Je me retrouvais là, assis en face de Julien Mercier, Pierre Moreau et, pire encore, Sophie Lefebvre, à une table de verre qui miroitait comme un lac gelé. Mon cœur battait la chamade, tambourinait si fort que je craignais qu'ils n'entendent, que mon tablier ne cache pas la pulsation effrénée. Ce n'était pas une négociation, c'était un tribunal. Et j'étais l'accusé, l'avocate et en quelque sorte, la juge. Vous avez commis un vol qualifié, avait craché Julien, sa voix rendue rauque par l'alcool et la fureur. Il s'était servi un autre verre, sa main tremblait. Je peux avoir le SRPG ici en 10 minutes. Cyberterrorisme. Vous finirez à Fleury pour 30 ans. Fleury. 30 ans. Les mots résonnaient. Vol qualifié. Comme si ma vie ne l'avait pas déjà été. Comme si je n'avais pas déjà tout perdu. Comment en étais-je arrivé là, face à ces titans qui contrôlaient des empires? Il n'y a pas si longtemps, ma vie était un monde de chiffres, de logique pure. J'étais Marie Dubois, étudiante à une grande école d'ingénieurs, la cadette de ma promotion. Je passais mes journées plongées dans la théorie des jeux algorithmiques, les mathématiques complexes qui façonnaient l'univers sous mes yeux. Mon père, Georges, était mon mentor, mon héros. Il m'avait appris que les nombres ne mentent jamais, que la logique était le langage le plus honnête qui soit. Nos soirées étaient rythmées par le froissement de vieux relevés de comptes sur lesquels il esquissait des équations, des idées brillantes qui naissaient du désordre du quotidien. On se disputait gentiment sur des intégrales, on buvait du thé noir. J'étais destiné à un avenir brillant, à la NSA peut-être, ou un fonds quantitatif. L'avenir était une ligne droite, claire, prometteuse. Puis, le virage inattendu. L'accident de voiture, cette nuit de pluie. Mon père à l'hôpital. Les factures qui s'empilaient toujours plus hautes, plus menaçantes. Et puis le silence. Le jour de l'enterrement, j'avais eu l'impression d'être une coquille vide, vidée de ma substance. La dette, elle, n'était pas morte avec lui. Elle avait grandi, s'était métastasée, dévorant mes frais de scolarité, mon petit appartement parisien, et surtout, mon futur. Alors, celle qui pouvait calculer la trajectoire d'un satellite défaillant dans sa tête s'est retrouvée à compter les pourboires pour savoir si elle aurait assez pour le fioul cet hiver. C'est comme ça que je suis devenu une ombre, une serveuse invisible dans un club de l'avenue Montaigne sans fenêtre où l'argent criait dans chaque recoin. Le Sphinx, il l'appelait. Pour moi, c'était un purgatoire de laiton poli et d'ego surdimensionné. À 24 ans, j'avais perfectionné l'art de me fondre dans le décor. C'était un mécanisme de survie. Quand on remplit les verres d'eau pour des hommes qui dictent les règles du G7, on apprend à minimiser sa présence, à se faire petite. On devient une paire de mains, un plateau, un rien, un fantôme en tablier. Table 4, besoin d'un rafraîchissement en eau gazeuse, avait claqué Henri, le maître d'hôtel, en me claquant des doigts près de l'oreille. Henri était un homme petit et transpirant qui traitait les serveurs comme des robots défectueux. Et pas de contact visuel avec M. Moreau, il n'est pas de bonne humeur. Compris, avais-je murmuré, ma voix basse et neutre. J'avais ajusté mon tablier, dissimulant l'ourlet effiloché. Je me déplaçais dans la salle avec une grasse apprise, le lourd pichet en cristal parfaitement équilibré. Mais tandis que mon corps suivait la routine, mon esprit, lui, était ailleurs. Il vibrait, il analysait, je ne devais pas être là. Je m'étais approché de la table 4. Elle était occupée par 3 hommes en costume sur mesure. L'un d'eux m'était familier, Julien Mercier, le roi de la vente à découvert. Il avait fait la une de Forbes la semaine précédente, tout sourire, à côté d'un titre annonçant l'acquisition d'une nouvelle entreprise de biotechnologie.
En personne, il ressemblait moins à un roi et plus à un serpent enroulé, prêt à frapper. Beau d'une manière sévère et anguleuse, avec des cheveux grisonnants et des yeux qui scannaient constamment la pièce à la recherche de menaces. Sa foire, Julien, avait chuchoté l'un des autres hommes. Il transpirait malgré l'air conditionné agressif de la pièce. C'était Pierre Moreau, le directeur technique de Julien. Le code saigne. Si on ne colmate pas la fuite du système Argos avant la cloche du matin, la fusion est annulée. On perd le contrat. On perd la liquidité. J'avais versé l'eau. Je ne levais pas les yeux, mais mes oreilles étaient aux aguets. Argos, je connaissais ce nom. C'était un algorithme de trading haute fréquence basé sur le calcul stochastique. Une véritable merveille, si bien conçue. Réparez ça, Pierre, avait dit Julien, sa voix étrangement calme. Il faisait tournoyer son scotch, observant le liquide tapisser le verre. Je ne vous paye pas des sommes à 7 chiffres pour me dire que ça saigne. Je vous paye pour recoudre. Je ne peux pas, avait sifflé Pierre, sa voix brisée. La boucle logique est infinie, c'est un paradoxe. Celui qui a écrit la couche de base, il a enterré une sécurité que nous ne pouvons pas contourner. Ça nécessite une clé de factorisation de nombres premiers qui n'existe pas. Ma main avait légèrement tremblé en retirant le pichet. Une goutte d'eau avait atterri sur la nappe. Les yeux de Julien s'étaient braqués sur moi. Le prédateur avait trouvé une distraction. Petite maladroite, avait lancé Julien. La conversation s'était arrêtée. La table était devenue silencieuse. « Je m'excuse, monsieur, avais-je dit, saisissant la serviette en tissu de ma ceinture pour éponger la tâche. Je vais remplacer le linge immédiatement. Laissez ça, avait ordonné Julien. Il m'avait fixé, puis avait regardé Pierre, un sourire cruel se formant sur ses lèvres. Il devait évacuer sa frustration, et Pierre était trop précieux pour être renvoyé à ce moment précis. Il avait besoin d'un punching ball. Vous voyez ça, Pierre? Julien m'avait désigné du geste comme si j'étais un meuble. C'est pour ça que... Ne paniquez pas. La panique, c'est pour les gens qui remplissent les verres d'eau. La panique, c'est pour le personnel. Vous êtes un titan de l'industrie. Agissez comme tel. J'étais resté figé. Je savais que je devais m'éloigner, mais quelque chose dans le mot Argos m'avait ancré au tapis moelleux. Le problème n'est pas la factorisation des nombres premiers, avais-je pensé. C'est la syntaxe. C'est une erreur récursive dans le protocole d'horodatage. Je ne l'avais pas dit. Je m'étais mordu la lèvre jusqu'à sentir un goût de cuivre. Donnez-moi un autre verre. Olipteit-Transtenen, m'avait aboyé Julien, et essayé de ne pas nous noyer cette fois. Je m'étais retourné pour partir, mon cœur martelant ma poitrine comme un oiseau piégé. Je n'étais pas en colère contre sa grossièreté, j'y étais habitué. J'étais agité parce que je connaissais la réponse à leurs problèmes, et je savais que si je parlais, je serais viré. Mais le destin, il faut croire, a un sens de l'humour des plus pervers. 1 heure plus tard, le sphinx se vidait. Le pianiste de jazz jouait une mélodie mélancolique. À la table 4, l'atmosphère était toxique. Pierre Moreau avait un ordinateur portable ouvert sur la table, une grave entorse à l'étiquette du club, mais personne n'osait corriger Julien Mercier. Des feuilles de papier couvertes d'équations complexes étaient éparpillées sur la table, tachées de vin et de condensation. Julien était ivre. Pas ivre au point de trébucher, mais ivre de méchanceté. Le genre d'ivresse qui aiguise la cruauté tout en émoussant le jugement. Je débarrassais la table 5 à quelques pas de là. C'est impossible, Julien. Pierre avait refermé l'ordinateur portable d'un coup. L'architecte original de ce code, Dubois, il est mort. Il a emporté la clé dans sa tombe. Nous ne pouvons pas débloquer les actifs de la fusion. Dubois, le souffle m'avait manqué. Dubois, mon père. Dubois était un incapable, avait craché Julien. Et vous êtes un idiot. Il avait saisi un stylo Mont-Blanc et arraché une serviette de cocktail fraîche. Il y avait gribouillé une équation complexe et anguleuse. C'était de la porte logique centrale du système Argos. Il l'avait glissée sous le nez de Pierre.
Résolvez X, Pierre. C'est de la logique variable élémentaire. Si vous ne pouvez pas faire ça, pourquoi vous employez? Pierre avait fixé la serviette, le visage pâle. Ce n'est pas linéaire, Julien, c'est un piège. Julien avait ri, un son rauque et aboyé. Il avait regardé autour de la pièce, désespérément en quête d'un public pour sa supériorité. Ses yeux s'étaient posés sur moi, encore une fois. Je planais, un plateau de vaisselle sale à la main. « Tu sais quoi, Pierre? » Julien avait crié assez fort pour que la maîtresse d'hôtel lève les yeux, alarmée. « Tu es tellement incompétent. Je parie que je pourrais trouver la réponse dans la rue. Je parie... » Il avait pointé le stylo vers moi. « Je parie qu'elle pourrait faire mieux que toi. » Pierre s'était frotté les tempes. « Julien, s'il vous plaît, baissez la voix. » Non, Julien s'était levé, vacillant légèrement. Il s'était avancé vers moi, envahissant mon espace personnel. Il sentait le scotch de 30 ans d'âge et l'eau de Cologne chère. « Hé, toi, comment tu t'appelles? »« Marie, monsieur. »« Marie. » Il avait dit ça comme une blague. « Marie, regarde ça. » Il avait saisi la serviette et l'avait brandie devant mon visage. Mon génial directeur technique dit que c'est impossible. Moi, je dis que c'était... Julien s'était retourné vers sa table, un sourire sauvage aux lèvres. Je vais faire un pari, un vrai pari. Je parie 10 millions d'euros liquides. Là, tout de suite. Que cette serveuse, que cette fille invisible a autant de chances de résoudre ça que toi, c'est-à-dire zéro. Le troisième homme à la table, un investisseur silencieux nommé Madame Lefebvre, Sophie, avait enfin parlé. « Julien, asseyez-vous. Vous vous ridiculisez. Je prouve un point. » Julien avait jeté la serviette sur mon plateau, directement sur une assiette de risotto à moitié pleine. « Allez, Marie, jetez un œil. Dites-nous la réponse. Si vous avez raison, je vous donne les 10 millions. Sinon, eh bien, vous retournez verser de l'eau. » Il avait ri de nouveau. C'était le rire d'un homme qui n'avait jamais rien perdu de sa vie. J'avais baissé les yeux sur la serviette. L'encre avait légèrement bavé sur le papier doux. J'avais vu l'équation. Ce n'était pas juste des maths, c'était une signature. Mon souffle s'était coupé. Je reconnaissais l'écriture. Pas les gribouillis de Julien, mais la structure du problème elle-même. C'était une variation de l'intégrale de Dirichlet, mais modifiée avec une clé cryptographique spécifique. Dubois. Pierre avait dit que l'architecte s'appelait Dubois. Mon père s'appelait Georges Dubois, mais dans le monde universitaire, avant le scandale qui l'avait ruiné, il publiait sous le nom de jeune fille de sa mère. Dubois. Mon père, homme que Julien Mercier insultait, l'homme dont le code bloquait une fusion d'1 milliard d'euros, était mon père. Et Julien Mercier était l'homme qui l'avait ruiné. La pièce semblait pencher. Le bruit du piano jazz s'était estompé en un sifflement aigu. Julien avait détruit la réputation de mon père avec l'avait conduit à une tombe précoce avec le stress et les poursuites judiciaires. Tout ça pour voler la propriété intellectuelle qu'il essayait maintenant de débloquer. Et il venait de parier 10 millions que je ne pouvais pas le résoudre. J'avais levé les yeux. Mon regard n'était plus soumis. Il était froid, dur comme le silex. « Vous avez un stylo ?» avais-je demandé. Le silence qui avait suivi était pesant. Le sourire de Julien avait vacillé une fraction de seconde. Il s'attendait à ce que je m'excuse, que je m'enfuis, que je pleure. « Pardon ?» avait cligné Julien des yeux. « Un stylo ?» avais-je répété, ma voix ferme et claire, perçant le bruit ambiant du club. « Vous avez dit 10 millions. Je veux m'assurer d'écrire la bonne syntaxe. » Pierre avait laissé échapper un rire incrédule. « Petite, ne jouez pas à ça. Vous ne savez même pas ce que vous regardez. »« Donnez-lui le stylo, » avait dit Sophie d'une voix calme. Ses yeux plissés me regardaient attentivement. Julien, amusé par mon audace, m'avait tendu le Mont Blanc. « Faites-moi plaisir. Allez, Einstein, écrivez-moi un poème. » J'avais pris la serviette de mon plateau, je l'avais posée sur la table. Je n'avais pas hésité. Je n'avais pas calculé. Je n'en avais pas besoin.
J'avais vu mon père écrire ce code au dos de factures à leur table de cuisine 10 ans plus tôt. Ce n'était pas un problème de maths. C'était une lettre d'amour à la logique, et j'en connaissais la chute. J'avais écrit 3 lignes. Puis j'avais ajouté la clé de chiffrement qui débloquait le paradoxe Argos. La limite n'existe pas lorsque la variable est la cupidité. J'avais refermé le stylo. J'avais regardé Julien Mercier droit dans les yeux. Ce n'est pas une erreur de factorisation première, avais-je dit, ma voix résonnant dans le restaurant silencieux. C'est une boucle de vérification basée sur la date de la dernière transaction illégale de l'utilisateur. Mon père l'a conçue pour attraper les voleurs. C'est pour ça que vous ne pouvez pas la résoudre. J'avais laissé tomber le stylo sur la table. Je prendrai un chèque. Pendant 10 secondes, le sphinx était plus silencieux qu'une tombe. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur Sub-Zero derrière le bar et la respiration rapide et haletante de Pierre Moreau. Julien Mercier fixait la serviette. Il n'avait pas regardé les maths. Il avait regardé la phrase en français écrite en dessous. La limite n'existe pas lorsque la variable est la cupidité. Une veine à sa tempe avait commencé à palpiter, visible sous sa peau bronzée. Il m'avait regardé, s'attendant à voir un sourire narquois. Au lieu de cela, il avait vu un miroir. Mon expression était dépourvue de peur, dépourvue de la soumission qu'il exigeait du personnel. C'était le visage vide, terrifiant de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. « C'est une blague ?» avait murmuré Julien, le volume de sa voix tombant à un registre dangereux. « Henri vous a mise là-dessus. C'est une sorte de performance artistique. » Il avait attrapé la serviette et l'avait froissée dans son poing. « Dégagez de ma vue avant que je vous fasse arrêter pour harcèlement. » « Attendez !» Le mot était venu de Pierre Moreau. Les mains du DSI tremblaient tellement qu'il pouvait à peine taper. Il avait tendu la main et avait arraché physiquement la serviette froissée du poing de Julien. Il l'avait lissée sur la table, ses yeux passant des gribouillis de Marie à l'écran de son ordinateur portable. « Pierre, ne me faites pas perdre mon temps », avait claqué Julien. « C'est une serveuse. Elle a probablement vu le mot Argos dans un mot croisé. »« Taisez-vous, Julien », avait grommelé Pierre. Julien avait reculé. Pierre, en 10 ans de collaboration, ne lui avait jamais dit de se taire. Pierre avait tapé la séquence que j'avais écrite. Puis il avait ouvert la ligne de commande de l'interface Argos. Ses doigts avaient volé sur les touches, saisissant la phrase que j'avais écrite comme une chaîne de commande plutôt qu'un commentaire. La limite n'existe pas lorsque la variable est la cupidité. Il avait appuyé sur Entrée. L'écran de l'ordinateur portable, qui clignotait un avertissement de défaillance critique rouge depuis 4 heures, était soudainement devenu noir. Un seul curseur clignotait en haut à gauche. Puis un flux de code vert avait commencé à cascader sur l'écran plus vite que l'œil ne pouvait suivre. Le symbole de verrouillage « Accès refusé » s'était déverrouillé. « Mon Dieu !» avait exhalé Pierre, tombant en arrière dans son fauteuil en cuir. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Ça a compilé, la boucle récursive. Elle s'est arrêtée. Elle a contourné le noyau. Pierre avait levé les yeux vers moi, la bouche ouverte. Comment? Ce chiffrement est polymorphique. Il change toutes les 6 secondes. Comment connaissiez-vous la clé linguistique? Je vous l'ai dit, avais-je répondu, ma voix ferme, bien que mes genoux tremblaient sous mon uniforme. Mon père l'a écrit. Il l'a écrit pour attraper les gens qui volent des entreprises. Il savait que des hommes comme Julien ne pourraient pas résister à une porte dérobée. Alors il en a construit une, qui ne s'ouvre que pour les honnêtes ou les personnes liées par le sang. Julien avait regardé l'ordinateur portable, puis moi. La couleur avait fui de son visage, remplacée par une rougeur de rage violente. La réalisation l'avait frappé. La fusion était sauvée. Le deal d'1 milliard était débloqué et il venait de parier 10 millions contre la personne qui l'avait sauvé. « Vous êtes la fille de Georges Dubois », avait dit Julien, la réalisation l'éclairant. « Celle qui a abandonné ses études. »« Je n'ai pas abandonné », l'avais-je corrigé, ma voix froide. « J'ai été forcé de partir quand vous avez gelé les actifs de mon père et que vous l'avez poursuivi pour violation de brevet. »
Vous avez pris sa maison. Vous avez pris sa retraite. Vous avez pris sa vie. J'avais fait un pas vers la table. Les autres dîneurs nous regardaient maintenant, sentant la gravité de la confrontation. Vous me devez 10 millions d'euros, monsieur Mercier, et j'attends de vous que vous honoriez votre pari. Julien avait ri. C'était d'un son sec et creux. Il s'était levé, me dominant. Vous pensez que je vais vous payer? Vous pensez que vous pouvez entrer ici, gribouiller des absurdités sur une serviette que vous avez probablement volée dans les vieux journaux de votre papa et m'extorquer? Il s'était penché, son souffle chaud sur mon visage. Vous êtes une employée. Vous avez signé un accord de non-divulgation lorsque vous avez pris ce poste. Tout ce que vous créez, pensez ou écrivez sur la propriété de l'entreprise appartient au Sphinx. Et puisque je possède la holding qui possède le Sphinx, cette solution m'appartient. Il avait arraché la serviette de la table et l'avait glissée dans sa poche intérieure. Merci d'avoir réparé mon algorithme, mademoiselle Dubois. Maintenant, vous êtes virée. Sortez. J'étais resté immobile. Je m'y attendais. J'avais calculé cette variable aussi. Regardez l'écran, Pierre, avais-je dit, ignorant Julien et m'adressant directement au DSI. Quoi? Pierre avait regardé son ordinateur portable. Le code ne s'est pas juste déverrouillé, avais-je dit doucement. Il a initié un transfert. Les yeux de Pierre s'étaient écarquillés. Il avait frénétiquement tapé sur les touches. Julien, regardez. Quoi encore? Avait aboyé Julien. Les actifs ne fusionnent pas. Avait balbutié Pierre. Ils sont siphonnés. La clé de déverrouillage qu'elle nous a donnée. Ce n'était pas juste un déverrouillage. C'était une commande redirigée. Le système Argos est en train de liquider les fonds d'acquisition. Liquider? Avait rugi Julien. Où ça? Sur un compte séquestre, avait dit Pierre, son visage gris, contrôlé par le détenteur de la clé. J'avais souri d'un petit sourire triste. Vous avez raison, monsieur Mercier. Je suis la fille de mon père. Il m'a appris que si vous laissez entrer le loup, assurez-vous de fermer la porte derrière lui. J'avais croisé les bras. L'argent est en train de bouger pendant que nous parlons. Dans environ 5 minutes, votre fonds d'acquisition d'1 milliard sera dans un trust anonyme que vous ne pourrez pas toucher, à moins bien sûr que vous n'ayez la deuxième moitié de la clé. Julien semblait prêt à me frapper, ses mains serrées en poing. Mais avant qu'il ne puisse bouger, le troisième homme à la table, Madame Lefebvre, s'était levé. Sophie était une femme imposante, silencieuse comme une montagne et tout aussi inébranlable. Elle avait posé une main lourde sur l'épaule de Julien. « Asseyez-vous, Julien, » avait dit Sophie. Sa voix était comme le frottement du gravier. « Vous avez fait assez de dégâts? » Sophie avait tourné ses yeux sombres vers moi. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air impressionnée. « Mademoiselle Dubois, » avait dit Sophie, « je pense que nous devrions poursuivre cette conversation dans une salle privée. Nous avons des affaires à discuter. » Nous voilà donc, retour à cette pièce insonorisée. Julien Mercier, Pierre Moreau et Sophie Lefebvre me faisaient face. Mes entrailles étaient nouées. Je bluffais, ou du moins en partie. Le code était en train de transférer l'argent, c'était vrai, mais je n'en avais pas encore le contrôle total. Si Pierre était un meilleur programmeur, il pourrait annuler ma commande en une vingtaine de minutes. Je courais contre la montre. « Appelez-les », avais-je lancé à Julien, le défi résonnant dans ma voix. Je m'étais forcé à m'adosser à ma chaise, imitant le langage corporel des hommes puissants que j'avais servis pendant des années. « Allez-y, mais une fois que le SRPG saisira les serveurs pour preuve, votre fusion est morte. L'autorité des marchés financiers enquêtera sur le code source d'Argos. Et que trouveront-ils, monsieur Mercier? » Je l'avais regardé droit dans les yeux. Trouveront-ils la variable cupidité, la sous-routine que mon père a conçue pour suivre les ventes à découvert illégales? Parce que c'est ça le système Argos, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un bot de trading. C'est un outil de manipulation de marché. Vous l'avez volé à mon père pour truquer le jeu. Julien était resté silencieux. L'air dans la pièce était devenu lourd. « Elle a raison, Julien », avait dit Sophie calmement. Sophie était la carte maîtresse.
Elle était l'investisseur majoritaire, l'argent derrière le visage de Julien. Si les flics regardent le code, nous sommes tous foutus. Sophie s'était penchée en avant, joignant ses mains. Mademoiselle Dubois, vous nous avez mis dans une position difficile. Que voulez-vous? Avait-elle demandé. Je veux le pari, avais-je dit. 10 millions d'euros virés sur un compte de mon choix ce soir. Hors de question, avait craché Julien. J'étais ivre. C'était de l'hyperbole. Aucun tribunal au monde n'appliquerait un pari verbal fait dans un bar. Ce n'est plus un pari, avais-je dit. C'est un honoraire de conseil. Vous avez besoin de la deuxième moitié de la clé pour arrêter la liquidation. Je vous la vends pour 10 millions d'euros. Pierre Moreau avait levé les yeux de son ordinateur portable. Julien, les fonds sont transférés à 40%. Si ça atteint 51%, la logique se verrouille définitivement. Nous perdons le capital. Nous avons 4 minutes. Julien avait regardé Pierre puis Sophie. Il était piégé. Le maître de l'univers était pris en otage par une serveuse gagnant le SMIC plus les pourboires. Permettez-moi une petite parenthèse, juste un instant. C'est fou, non? Une histoire pareille. Ces hommes, des requins, des rois autoproclamés de la finance, qui se retrouvent à la merci d'une femme qu'ils ont traitée comme de la poussière. Et tout ça à cause d'un pari de mufle, sur une simple serviette en un papier. Le système est tellement bancal, tellement arrogant, qu'il permet à un homme ivre de jouer des fortunes sur un coup de tête, puis de s'effondrer quand le jeu se retourne contre lui. Et moi, au milieu de ça, une sorte de justicière improvisée, poussé par une douleur vieille de plusieurs années. C'est le genre de choses qu'on voit au cinéma, mais jamais dans la vraie vie, n'est-ce pas? Sauf que c'était de ma vie. Et elle était en train de se jouer, là, entre 4 murs insonorisés, sous le regard froid de Sophie Lefebvre. J'étais le Joker, la variable imprévue. Et la peur, cette vieille compagne, était bien là, mais elle se mêlait à une détermination d'acier. C'est compliqué. Vraiment. Mais il fallait continuer. « Je vais vous tuer », avait murmuré Julien. « Je vais vous détruire. Vous ne travaillerez plus jamais. Je salirai votre nom tellement fort que même le Québec ne vous embauchera pas. Vous avez déjà détruit ma famille, avais-je dit, ma voix craquant légèrement, révélant le chagrin sous la colère. Vous ne pouvez plus me faire de mal. Je suis déjà à zéro. La seule façon d'aller, c'est vers le haut. Payez-la, avait ordonné Sophie. Quoi? Avait claqué Julien. Payez-la, Julien. Maintenant. Les yeux de Sophie étaient durs. Nous perdons des millions à la seconde. Payez la fille, obtenez le code et sauvons cet accord. Julien avait grincé des dents. Il avait sorti son téléphone. Il avait ouvert son application bancaire, une interface noire sur invitation réservée aux ultra-riches. Numéro de compte, avait-il grogné. J'avais récité le numéro d'un compte offshore que mon père avait créé il y a des années, une coquille vide qu'il avait espéré remplir pour mes études. Je l'avais mémorisé comme une prière. Julien l'avait tapé. Il s'était arrêté sur le montant. Il m'avait regardé avec une haine pure. Vous avez intérêt à prier pour que ce code fonctionne, avait-il dit. Il avait appuyé sur envoyer. Mon téléphone bas de gamme dans la poche de mon tablier avait vibré. Je n'avais pas regardé. Je savais que c'était là. Le code, avait exigé Julien. Arrêtez le transfert. J'avais attrapé un bloc-notes au centre de la table. J'avais de nouveau pris le stylo Montblanc. J'avais écrit une seule ligne de latex. Le nombre d'Euler, avais-je dit doucement, la base des logarithmes naturels, il représente une croissance constante. Mon père croyait que la croissance devait être naturelle, pas forcée. J'avais poussé le bloc-notes à Pierre. Entrez et à la puissance de l'horodatage du moment où vous lui avez volé l'entreprise. 12 mars 2019, 14 heures. Pierre avait tapé frénétiquement. Et à la puissance de 2019-03, 12-14-0. Il avait appuyé sur Entrée. Le texte vert défilant sur l'écran s'était figé. La barre de progression de la liquidation s'était arrêtée à 48%. Elle était devenue jaune puis avait disparu. Système stabilisé, avait respiré Pierre, s'effondrant sur la table.
Fonds retourné au holding principal. La fusion est active. Julien avait laissé échapper un souffle qui ressemblait à un cri. Il s'était levé et avait boutonné sa veste. « Vous avez votre argent », avait dit Julien, sa voix tremblant d'adrénaline. « Maintenant, sortez et si jamais je vous revois à Paris… » En fait, avait interrompu Sophie Lefebvre. Tout le monde s'était tourné vers l'imposante femme silencieuse. Sophie n'avait pas bougé. Elle me fixait avec une expression pensive et prédatrice. « Julien, vous êtes viré. » La pièce était restée suspendue. « Pardon ?» avait cligné Julien. « Vous avez risqué tout le portefeuille pour un coup d'égo ivre » avait dit Sophie d'un ton désinvolte. « Vous avez fait preuve d'incompétence, d'instabilité et d'un manque de jugement, et vous avez été déjoué par une jeune femme de 24 ans qui servait des boissons. » Sophie avait tourné son regard vers moi. « Mademoiselle Dubois, vous venez de gagner 10 millions d'euros. C'est impressionnant, mais je suis curieuse. Avez-vous remarqué l'autre erreur dans le code? » J'avais hésité. J'avais regardé Sophie. Cette femme était dangereuse. Julien était une brute, mais Sophie était un requin. « Oui, » avais-je dit avec prudence. « L'indice de volatilité, il est mal pondéré. Il suppose que le marché est rationnel. Il ne l'est pas. » Sophie avait souri. C'était un sourire glaçant de sincérité. Exactement. Julien ne l'a jamais vu. Pierre ne l'a jamais vu. Sophie s'était levée. « Julien, faites vos valises. Le conseil sera informé demain matin. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » avait crié Julien. « J'ai bâti tout ça et vous venez de le vendre pour 10 millions d'euros pour résoudre un problème de maths sur une serviette. » Sophie l'avait ignoré. Elle s'était tournée vers moi. « Mademoiselle Dubois, j'ai une proposition pour vous. Vous avez l'argent. Vous pouvez partir, mais vous avez l'esprit de votre père. Et j'ai le sentiment que vous n'avez pas encore fini avec nous. » J'avais serré mon téléphone dans ma poche. J'avais gagné. J'étais riche, du moins sur le papier. Je pouvais partir. Mais j'avais regardé Julien, brisé et enragé. J'avais regardé l'ordinateur portable exécutant le code de mon père. Quel genre de proposition avais-je demandé? Un jeu, avait dit Sophie. Des enjeux élevés. Julien est hors jeu, mais le système est toujours défectueux. J'ai besoin de quelqu'un pour réécrire le cœur. Quelqu'un qui comprend la variable cupidité. J'écoute, avais-je dit. Julien avait bondi. Tout s'était passé très vite. Julien, poussé par l'humiliation, avait saisi une lourde carafe en cristal du buffet et l'avait brandie sur ma tête. « Sorcière !» avait-il hurlé. J'avais levé les mains, me préparant à l'impact qui aurait pu fendre mon crâne. La lourde carafe en cristal ne m'avait pas frappé. Elle avait frappé le bras de Sophie Lefebvre. L'impact avait été un bruit sourd et dégoûtant, suivi du cliquetis du cristal rebondissant sur l'os et se brisant sur le sol. Le whisky avait éclaboussé mon uniforme et la table de verre immaculée. Sophie n'avait pas oscillé. Elle avait bougé avec une vitesse terrifiante pour une femme de sa corpulence, interceptant le coup de Julien avec son avant-bras. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas grimacé. Elle avait simplement regardé le verre brisé sur le sol, puis Julien Mercier. Julien était resté figé, sa poitrine haletante, les yeux écarquillés par la réalisation de ce qu'il venait de faire. Il venait d'agresser l'actionnaire majoritaire. Sophie, je n'ai pas, avait balbutié Julien, reculant. Sophie avait secoué son bras. Un filet de sang coulait de sa manchette, tachant sa chemise blanche coûteuse. Cela, avait dit Sophie, sa voix terriblement neutre, était une mauvaise décision d'investissement. Sophie avait bougé. Elle n'avait pas bondi comme Julien. Elle avait avancé comme un glacier. Elle avait attrapé Julien par les revers de son costume à 3 000 € et l'avait plaqué contre le mur insonorisé. Les étagères avaient tremblé. « Vous menacez mon capital », avait chuchoté Sophie, son visage à quelques centimètres de celui de Julien. « Vous avez menacé mon acquisition et maintenant vous attaquez ma nouvelle consultante. » Sophie avait fait pivoter Julien et l'avait fait marcher vers la porte. Elle l'avait ouverte d'un coup de pied.
Le bruit du restaurant avait de nouveau envahi la pièce, le tintement des couverts, le piano jazz, les rires. Sophie avait poussé Julien Mercier dans le couloir. Julien avait trébuché, tombant à genoux sur le tapis moelleux devant la maîtresse d'hôtel horrifiée et deux commis. « Qu'on me le sorte d'ici !» avait ordonné Sophie au personnel, sa voix tonitruante. « Révoquez son adhésion. S'il revient, appelez la police et portez plainte pour agression. » Julien avait levé les yeux, son visage un masque de ruine. Il m'avait regardé, moi qui me tenais dans l'embrasure de la porte, tremblante. Il avait ouvert la bouche pour parler, mais la honte l'avait étouffé. Il s'était relevé en hâte et avait couru, bousculant les clients confus, fuyant le royaume qu'il régnait autrefois. Je m'étais appuyé contre le chambranle de la porte, mes jambes me lâchant. Le contre-coup de l'adrénaline me frappait durement. Je m'étais glissé jusqu'au sol, serrant mes genoux. Pierre Moreau était toujours assis à la table, fixant son ordinateur portable, essayant de se rendre invisible. Sophie était revenue dans la pièce. Elle avait pris une serviette, avait tamponné le sang sur son bras et s'était versé un verre d'eau avec sa main indemne. Elle avait baissé les yeux vers moi. « Êtes-vous blessée, mademoiselle Dubois? » J'avais secoué la tête. Je ne pouvais pas parler. « Bien. » Sophie s'était assise en face de moi comme si nous prenions simplement le thé. « Vérifiez votre téléphone. » J'avais sorti le téléphone de ma poche de tablier. L'écran était fissuré, mais il était allumé. Une notification de l'application Offshore Bank. Solde, 10 millions d'euros. J'avais fixé les zéros. C'était réel. Ce n'était pas une blague cruelle. Je pouvais rembourser les dettes de mon père. Je pouvais acheter une maison. Je pouvais disparaître. « Vous avez honoré le pari », avais-je murmuré. « J'ai honoré la valeur », avait corrigé Sophie. Julien était un instrument grossier. Il pensait que le système Argos servait à gagner de l'argent. Ce n'est pas le cas. Il sert à prédire le comportement. Sophie s'était penchée en avant. Le prédateur était de retour. « Vous avez 10 millions, Marie. Vous pouvez sortir par cette porte. Vous n'aurez plus jamais à servir un verre. Vous pouvez aller aux Caraïbes et y moisir. » Elle avait marqué une pause. « Ou, avait poursuivi Sophie, vous pouvez terminer ce que votre père a commencé. Julien n'a pas compris le code. Moi, oui, je connais la variable cupidité. Je sais qu'elle suit la manipulation du marché, mais je sais aussi que le code est incomplet. » J'avais levé les yeux. « Que voulez-vous dire? » « Votre père a intégré une boussole morale dans une machine, avait dit Sophie. Mais une boussole est inutile si elle n'a pas de carte. Le système Argos collecte des données depuis 3 ans, Marie. Il a un enregistrement de chaque vente à découvert illégale, de chaque délit d'initié, de chaque pot de vin à Wall Street. Enfin, sur la place de Paris, dans notre cas. Mais les données sont cryptées, verrouillées à l'intérieur de la partition boîte noire. Sophie avait désigné l'ordinateur portable. Vous avez la clé de l'algorithme, mais je crois que vous avez aussi la clé de la boîte noire. Je veux que vous la déverrouilliez. Pourquoi, avais-je demandé, ma suspicion montant? Pour que vous puissiez nous dénoncer, pour que vous puissiez jouer les héros. Sophie avait souri, et pour la première fois, j'avais réalisé que Julien Mercier n'était qu'une brute de cour d'école. Sophie Lefebvre était le diable. Non, avait dit Sophie doucement, pour que je puisse tous les faire chanter. 3 jours plus tard, l'ascenseur menant au 50e étage de la tour Lefebvre Capital ne semblait pas un simple moyen de transport. C'était une ascension vers un autre plan d'existence. Les portes étaient en acier brossé et la montée était si douce qu'elle en était presque écœurante, un glissement rapide et silencieux vers la stratosphère. Marie Dubois était seule dans la cabine. Je ne portais pas mon tablier. L'uniforme taché, l'odeur de bière éventée et le poids invisible de la servitude avaient disparu. À leur place, je portais un tailleur bleu marine que j'avais acheté 24 heures plus tôt. Une armure acérée, sévère et coûteuse pour la gladiatrice moderne. Mes cheveux étaient tirés en arrière, serrés, un chignon sans compromis, brillant.
Je ressemblais à une PDG. Je ressemblais à une prédatrice. Mais à l'intérieur de mon estomac, il y avait un nœud de terreur froide et dure. J'avais passé les 48 dernières heures dans un état de fugue, alimenté par la caféine et un but unique et brûlant. Je n'avais pas dormi, j'avais codé. Sophie m'avait laissé prendre l'ordinateur portable, un geste d'arrogance, supposant que je ne pouvais pas la déjouer sur son propre matériel. Et j'avais utilisé chaque seconde pour disséquer le code source d'Argos. Sophie avait raison. Il y avait une partition. Mon père, dans son génie et sa paranoïa, avait construit une boîte noire au cœur du système. Il l'avait nommée Pandora. Ce n'était pas seulement un journal de données de trading. C'était un cimetière de réputation. Il contenait les empreintes digitales numériques de chaque vente à découvert illégale, de chaque pot de vin offshore, de chaque crash boursier manipulé de la dernière décennie. C'était une arme nucléaire faite de 0 et de 1. L'ascenseur avait retenti, un son doux et poli qui signalait l'arrivée. Les portes s'étaient ouvertes. Le bureau de Sophie Lefebvre était moins un espace de travail qu'un temple à son propre ego. Les murs étaient des vitres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur Paris. De cette hauteur, les gens en bas étaient invisibles. Ils n'étaient que des fourmis alimentant la machine que Sophie possédait. Sophie était assise à un bureau qui ressemblait à une dalle de glace noire. Elle ne s'était pas levée quand j'étais entré. Elle lisait un dossier, une chemise cartonnée qui semblait étonnamment analogique dans la pièce high-tech. « Marie », avait dit Sophie, sa voix douce dépourvue du tranchant volatile que Julien avait toujours eu. Le danger de Sophie était plus silencieux. C'était le danger des eaux profondes. « Asseyez-vous, je vous en prie. » J'avais traversé l'étendue de la pièce, les talons de mes nouvelles chaussures claquant rythmiquement sur le marbre. J'avais pris le siège en face d'elle. Je n'avais pas bougé. Je n'avais pas regardé la vue. Je l'avais regardée. « Je vois que vous avez été occupé, » avait dit Sophie, fermant le dossier. Elle l'avait tapoté d'un doigt soigné. « Mon équipe de sécurité me dit que vous avez déménagé votre mère à la maison de retraite Saint-Jude hier. Chambre privée, personnel soignant 24 heures sur 24, payé en totalité pour 5 ans. » Mon souffle s'était coupé dans ma gorge, bien que j'aie gardé mon visage impassible. Elle me montrait l'étendue de son pouvoir. Elle me disait que mes 10 millions étaient transparents pour elle. « J'aime régler mes dettes », avais-je dit, ma voix ferme, « et j'aime protéger mes acquis. » « Une sage stratégie, » avait souri Sophie. « Et en parlant d'actifs, avez-vous entendu parler de notre ami commun, Monsieur Mercier? J'ai vu le fil d'actualité dans le hall. » J'avais menti. J'avais été collé au flux financier toute la matinée. « Il fait l'objet d'une enquête de l'autorité des marchés financiers, » avait dit Sophie, un soupçon de satisfaction frisant ses lèvres. Les actions de sa holding ont chuté de 40% à l'ouverture. Les requins tournent. D'ici midi, je posséderai tout son portefeuille pour une bouchée de pain. Sophie s'était penchée en avant, ses yeux brillants. « C'était votre œuvre, Marie. La variable cupidité a signalé ses comptes personnels au moment où vous avez entré ce code. Elle l'a identifié comme un passif et l'a liquidé. Il le méritait, avais-je dit. Le mérite n'a rien à voir là-dedans, m'avait corrigé Sophie gentiment, comme si elle enseignait à un enfant. Il était faible. Il a laissé l'émotion obscurcir son calcul. Dans cette pièce, Marie, nous ne faisons pas dans la justice. Nous faisons dans le levier. Elle avait tendu la main sur le bureau. Maintenant, aux affaires. Avez-vous déverrouillé Pandora? L'air dans la pièce semblait s'évanouir. C'était le moment, le seuil. J'avais fouillé dans la poche de ma veste. J'en avais sorti une clé USB. Elle était petite, argentée et anodine. Un minuscule morceau de métal qui ne pesait rien mais portait le poids du monde. Tout est cela, Béziver, avais-je dit. Je l'avais déverrouillé. Oui, j'avais vu les noms. J'avais vu la corruption qui courait dans les veines de la ville comme un virus. Et j'avais vu le nom de Sophie Lefebvre. Il était partout. Mon père avait suivi Sophie pendant des années. Julien avait été le bourreau qui avait détruit ma famille, mais Sophie était de l'architecte. Excellent.
Les yeux de Sophie s'étaient fixés sur la clé. Elle avait tendu la main pour la prendre. J'avais claqué ma main sur la clé, la plaquant au bureau. Sophie s'était arrêtée. Elle avait regardé ma main, puis mon visage. Son expression n'avait pas changé, mais la température dans la pièce avait chuté de 10 degrés. « J'ai une condition, Dunn, avais-je dit. Sophie avait levé un sourcil amusé. « Vous avez 18 millions, Marie. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent. Et si vous êtes sur le point de demander des excuses, vous n'êtes pas au bon endroit. Je ne veux pas d'argent, avais-je dit, me penchant en avant, imitant sa posture. Et je me fiche des excuses. Je veux un siège. Un siège au conseil d'administration, avais-je dit fermement. Je veux être nommée directrice de l'éthique algorithmique. Je veux un droit de veto sur la façon dont Argos est déployé. J'avais répété cela maintes fois. Je savais que si je me contentais de lui donner la clé, Sophie se méfierait. Une femme comme Sophie ne comprenait pas l'altruisme. Elle ne comprenait que la transaction. Si j'agissais comme une mercenaire, si j'exigeais du pouvoir, elle me ferait confiance. Je ne vous laisserai pas utiliser le travail de mon père pour simplement extorquer le marché, avais-je poursuivi, injectant une dose calculée de défi dans ma voix. Si nous utilisons ces données, nous les utiliserons pour nettoyer le système, pour le stabiliser. Je veux m'assurer que ce qui est arrivé à mon père n'arrive plus jamais. Sophie m'avait fixé. Pendant une longue et angoissante minute, le seul son était le bourdonnement des banques de serveurs dans la pièce voisine. Elle m'étudiait, cherchant la fissure dans la façade. Puis elle avait ri. C'était un rire profond, résonnant, authentique. Elle avait secoué la tête, me regardant avec une sorte de fierté tordue. « Vous êtes vraiment la fille de Georges », avait dit Sophie, idéaliste, brillante, naïve. Elle s'était levée et avait marché vers la fenêtre, regardant son empire. « Vous pensez qu'un directeur de l'éthique compte pour ces gens? Vous pensez que vous pouvez apprivoiser le requin en lui brossant les dents? » Elle s'était retournée vers moi, sa silhouette encadrée par l'horizon. « Ils se nourrissent de sang, Marie. Ils l'ont toujours fait. Argos n'est qu'un moyen plus efficace de le répandre. »« C'est mon prix, Sophie, avais-je dit, sans reculer. Prenez-le ou laissez-le. Sans la clé de chiffrement sur cette clé, Pandora n'est que du bruit. Vous avez besoin de moi. » Sophie m'avait regardé. Elle avait vu le feu dans mes yeux et l'avait pris pour de l'ambition. Elle pensait qu'elle regardait une version plus jeune d'elle-même, quelqu'un d'affamé, quelqu'un de prêt à jouer le jeu. « J'accepte, » avait dit Sophie. Elle était retournée au bureau. « Gardez vos ennemis près de vous, comme on dit. Vous me donnez la clé de déchiffrement et je vous nommerai au conseil. Nous l'annoncerons au gala des actionnaires ce soir. Vous vous tiendrez à mes côtés et nous dévoilerons l'avenir ensemble. » Elle s'était penchée, son visage à quelques centimètres du mien. L'amusement avait disparu maintenant. « Mais sachez ceci, Marie Dubois, si vous essayez de me trahir, si vous essayez d'utiliser une seule miette de ces données contre moi, les 10 millions ne vous sauveront pas. Je vous enterrerai si profondément qu'Internet ne se souviendra même pas de votre nom. Je vous effacerai. » C'était une promesse, pas une menace. Je n'avais pas scellé. J'avais lentement levé ma main de la clé USB. « Marché conclu, » avais-je dit. Sophie avait ramassé la clé. Elle l'avait tenue à la lumière, l'admirant comme un bijou. Elle avait souri d'un sourire de vainqueur. « Bienvenue dans la famille, Marie. » Elle avait glissé la clé dans sa poche. Elle ne savait pas que la clé était vide. Elle ne savait pas que la clé qu'elle venait d'acheter était un placebo. Elle ne savait pas que le vrai code n'était pas sur une clé du tout. Il était déjà intégré au serveur de présentation, pour le gala, programmé pour se déclencher comme une bombe au cœur du Plaza Athénée. Je m'étais levé. J'avais lissé mon tailleur. « Je vous verrai au gala, Madame Lefebvre, » avais-je dit. « Portez quelque chose d'impressionnant, » avait dit Sophie, se retournant déjà vers ses dossiers, me congédiant. « Ce soir, nous ferons l'histoire. » Je m'étais dirigé vers l'ascenseur. J'avais appuyé sur le bouton. Au moment où les portes se refermaient,
Masquant la vue de Sophie Lefebvre, j'avais enfin laissé échapper le souffle que je retenais. Mes mains tremblaient. J'avais menti au visage du diable et il avait cligné des yeux en premier. L'ascenseur avait commencé sa descente, me ramenant sur terre. Mais je ne descendais pas. Je prenais juste de l'élan. La grande salle de bal du Plaza Athénée ne sentait pas la nourriture. Elle sentait le vieil argent, le parfum lourd et l'ozone. C'était une odeur que Marie Dubois connaissait bien, de ses jours de fantôme en tablier. Mais ce soir, je ne servais pas le champagne. J'étais la raison pour laquelle le champagne était versé. La salle était une mer de cravates noires et de soie de créateurs, peuplée par les prédateurs suprêmes du monde financier. Des lustres en cristal, de massives constructions de lumière et de verre, pendaient au-dessus comme des diamants suspendus. Au centre de tout cela se tenait Sophie Lefebvre. Elle se déplaçait dans la foule, non comme une hôtesse, mais comme une monarque acceptant l'allégeance. Je me tenais juste en coulisses, caché dans les ombres de velours. Je portais une robe noire, sévère et taillée, qui ressemblait moins à une tenue de soirée qu'à une armure. Mon cœur était un métronome battant un rythme lent et lourd contre mes côtes. Dans ma main droite, je serrais le microphone sans fil. Dans ma poche gauche, mes doigts traçaient l'écran fissuré de mon téléphone bas de gamme. J'avais regardé les visages au premier rang. Il y avait le PDG de la banque qui avait saisi la maison de mon père. Il y avait le gestionnaire de fonds spéculatifs qui avait qualifié mon père d'obsolète dans les échos. Il riait, trinquait des coupes de Krug Vintage, inconscient de l'épée suspendue par un fil au-dessus de leur tête. Mesdames et messieurs, avait résonné la voix de Sophie, amplifiée par un système sonore de stade. La salle était tombée dans un silence respectueux et pesant. Sophie se tenait au pupitre, baignée dans un projecteur qui la rendait béate. Derrière elle, un écran LED massif de 9 mètres de large affichait le logo élégant et intimidant d'Argos 2. Ce soir n'est pas seulement une célébration. Sophie avait commencé, sa voix dégoulinante de fausse humilité. Ce soir est une conquête. Pendant des années, le marché a été un océan chaotique régi par le hasard et l'émotion. Mais nous avons dompté l'océan. Nous avons acquis l'algorithme prédictif le plus sophistiqué de l'histoire. Elle avait fait une pause pour l'effet, laissant la cupidité fermenter dans la pièce. Avec Argos, Lefebvre Capital ne se contentera pas de prédire l'avenir. Nous l'écrirons. Nous connaîtrons la pluie avant qu'elle ne tombe. Nous connaîtrons le crash avant qu'il ne se produise. Et nous serons les seuls avec un parapluie. Les applaudissements avaient tonné. C'était un son humide et lourd, le son de mains qui n'avaient jamais fait une journée de travail manuel, applaudissant la promesse d'un profit infini. Sophie avait levé une main pour les calmer. Elle avait tourné ses yeux. Me trouvant dans les coulisses, elle avait souri, un prédateur, montrant ses dents. Mais une machine n'est aussi bonne que son architecte. Je tiens à présenter la prodige qui a rendu cette transition possible. La fille du créateur du code et la plus jeune membre de la famille Lefebvre Capital. Veuillez accueillir Marie Dubois. Je m'étais avancé dans la lumière. L'éclat était aveuglant. Pendant une seconde, j'avais ressenti le vieil instinct de me recroqueviller, de m'excuser, de disparaître. Mais ensuite, je m'étais souvenu du son de mon père pleurant dans la cuisine à 3 heures du matin. Je m'étais souvenu de l'avis d'expulsion collé sur notre porte d'entrée. J'avais marché jusqu'au pupitre. Sophie s'était écartée, applaudissant poliment, se penchant pour me chuchoter à l'oreille en passant. « Faites-en un bon coup, Marie. Vous êtes des nôtres maintenant. » J'avais serré le pupitre. Le bois était frais sous mes paumes moites. J'avais regardé la mer de visage, 500 personnes qui contrôlaient l'économie mondiale. « Merci, Madame Lefebvre, » avais-je dit. Ma voix était ferme, amplifiée pour remplir la salle caverneuse. Mon père, Georges Dubois, croyait en la vérité. C'était un homme de chiffres, et il m'a appris que les mathématiques sont le seul langage pur de l'univers. Les gens mentent, les récits mentent, mais les chiffres ne mentent jamais. La salle était silencieuse. Quelques invités s'étaient agités inconfortablement.
Ce n'était pas le discours de gratitude habituel. Madame Lefebvre m'a demandé de déverrouiller le système ce soir. Avais-je poursuivi, mes yeux fixant ceux de Sophie? Elle se tenait à quelques pas, son sourire figé, mais ses yeux se plissant. Elle m'a dit qu'elle voulait utiliser les données pour stabiliser le marché. Elle m'a dit qu'Argos était un outil d'ordre. J'avais pris une inspiration. L'air avait le goût d'ozone et d'eau de Cologne chère, mais quand j'ai regardé le code, j'ai trouvé une erreur logique dans sa requête. Sophie avait fait un demi-pas en avant. Marie, avait-elle averti, sa voix basse coupée du micro. Vous voyez, avais-je dit, ma voix s'élevant, coupant l'attention. Argos n'a pas été conçu pour prédire l'avenir. Il a été conçu pour se souvenir du passé. Il a enregistré chaque vente à découvert illégale, chaque sénateur acheté, chaque transaction blanchie qui a bâti cette pièce. J'avais sorti ma main de ma poche, le téléphone bas de gamme. Madame Lefebvre pense que je lui ai donné la clé, mais on ne peut pas enfermer la vérité. J'avais appuyé sur le bouton. Un cri électronique aigu avait déchiré le système sonore. L'audience avait tressailli. Sur l'écran massif derrière moi, le logo élégant d'Argos 2 s'était fracturé. Il avait glitché, se déchirant en pixels. Le fond bleu était devenu un noir terminal et austère. Un texte blanc avait commencé à défiler rapidement et violemment. Exécution de Pandora par XR. Source. Argos Core Legacy. Destination. Commission des opérations de bourse. AOE AMF. Le Monde, The Wall Street Journal, France 24, Interpol. Statut de téléchargement. 20%, 40%. Sophie s'était figée. Elle avait regardé l'écran, la lumière bleue se reflétant dans ses yeux horrifiés. Elle ressemblait à une personne regardant un tsunami déferler sur un mur de rétention. « Qu'avez-vous fait ?» avait-elle sifflé, oubliant que le microphone était allumé. Sa voix s'était brisée, dépouillant son vernis de pouvoir. « Je ne vous ai pas donné la clé, Sophie, » avais-je dit, ma voix résonnant comme un jugement divin. J'ai donné la clé au monde. Téléchargement, statut 100% terminé. Pendant un battement de cœur, il y avait eu le silence. Puis le son avait commencé. Il avait commencé au premier rang. Un téléphone avait émis un signal, puis un autre, puis une vibration contre une table de verre, puis une cacophonie. 500 smartphones s'étaient allumés simultanément. Une galaxie de lumière de notifications dans la salle de bal obscurcie. Un homme corpulent au premier rang, le PDG d'un grand conglomérat bancaire, avait regardé son téléphone, son visage livide, virant un gris maladif. « Mes mails, avait-il chuchoté, sa voix tremblante. Ils sont sur Twitter. Tous. Les comptes aux îles Caïmans, avait crié une femme du milieu de la salle, laissant tomber sa coupe de champagne. Elle s'était brisée, le son était net et violent. Tout est public. Les registres sont publics. Le chaos avait éclaté. Ce n'était pas une panique. C'était une émeute de l'élite. Les gens couraient vers les sorties, trébuchant sur les robes, criant dans leur téléphone, essayant d'appeler des avocats qui regardaient probablement déjà leur propre carrière brûler sur BFM TV. Sophie s'était jetée sur moi. Son visage était tordu dans un masque de pure rage animale. « Éteignez ça! Arrêtez ça, ingrate! » Je n'avais pas scellé. J'avais reculé, calme au milieu de la tempête que j'avais invoquée. « Vous ne pouvez pas l'arrêter, » avais-je dit, ma voix perçant la foule hurlante. « C'est une distribution blockchain. C'est sur 1 million d'ordinateurs maintenant. C'est immuable. C'est éternel. » Sophie m'avait attrapé par les épaules, me secouant violemment. « Vous m'avez ruiné. Vous avez tout ruiné ce que j'avais bâti. » Soudain, les lourdes doubles portes au fond de la salle de bal s'étaient ouvertes en grand. Mais ce n'était pas la presse. SRPG, personne ne bouge. 2 douzaines d'agents en blouson étaient entrés dans la pièce, leurs mouvements précis et entraînés. Ils n'étaient pas là pour sauver la fête, ils étaient là pour y mettre fin. 2 agents s'étaient précipités sur scène,
s'attaquant à Sophie, la tirant de moi. Ils avaient plaqué la milliardaire contre le pupitre d'où elle venait de pontifier, lui menottant les mains derrière le dos. Je me tenais seul au centre de la scène, l'écran massif derrière moi affichant maintenant une seule image statique, une photo de mon père souriant avec une ligne de code en dessous. Sophie, le visage rouge et crachotant, m'avait hurlé en arrière alors qu'on l'entraînait. « Je vous ai offert le monde! Je vous ai tout offert! » Je l'avais regardé partir. J'avais ramassé le microphone une dernière fois. « Vous avez parié sur la cupidité, Sophie. » Avais-je dit, ma voix douce mais finale. J'ai parié sur zéro. Zéro secret, zéro levier, zéro peur. J'avais laissé tomber le micro. Il avait frappé le sol avec un bruit sourd et résonnant qui signalait la fin d'une ère. 6 mois plus tard, l'air d'automne à Paris était vif, sentant les marrons grillés et le pavé humide. Marie Dubois était assise à une petite table ronde devant un café dans le quartier de Montparnasse, loin des canyons de verre de la Défense. Je semblais différente. La tension qui avait habité mes épaules pendant 3 ans avait disparu. Je buvais un espresso et lisais l'International Herald Tribune. Le titre était audacieux. Le verdict des procès Lefebvre Capital est attendu aujourd'hui. L'article détaillait les conséquences. Sophie Lefebvre risquait 150 ans de prison fédérale. Julien Mercier était devenu témoin à charge et vivait dans un programme de protection des témoins quelque part en Lozère. Le secteur financier avait été nettoyé, l'exposition Argos forçant une transparence que le monde n'avait pas vue depuis un siècle. J'avais plié le journal. J'avais ressenti une légèreté dans ma poitrine, un vide où la colère se trouvait autrefois. Une serveuse s'était approchée de ma table. Elle était jeune, 19 ans peut-être, avec des cernes sous les yeux et un tablier effiloché qui avait connu trop de cycles de lavage. Elle semblait affairée, équilibrant un lourd plateau avec des mains tremblantes. Elle ressemblait exactement à moi, cette nuit-là au Sphinx. « Excusez-moi, madame », avait dit la jeune femme en anglais hésitant, jetant un œil à ma tasse vide. « Puis-je vous apporter autre chose ?» Je l'avais regardée. J'avais vu les gros manuels qui débordaient de son sac à l'entrée du café. Mécanique quantique. J'avais souri. C'était un sourire sincère, chaleureux et sans faire. « Non, ça va, merci », avais-je dit. J'avais fouillé dans mon sac et j'en avais sorti un stylo. Ce n'était pas un Mont Blanc, c'était un simple bec en plastique. J'avais pris le reçu posé sur la table et l'avais retourné. Au dos, j'avais écrit une simple intégrale. Intégrale, opportunité plus talent. DT infini. J'avais fouillé dans mon sac à main et j'en avais sorti une liasse de billets d'euros. 5 000 €, assez pour couvrir le loyer et les frais de scolarité pour un semestre. J'avais glissé l'argent sous le reçu. En fait, avais-je dit, rencontrant les yeux de la jeune femme, il y a une chose. « Oui, madame? » « Ne les laissez pas vous dire que la limite existe, avais-je dit. Gardez la monnaie. » Marie Dubois s'était levée, avait ajusté son manteau et avait marché sous la lumière dorée de l'après-midi. Elle n'était pas une serveuse. Elle n'était pas une victime. Elle n'était même plus l'adversaire d'une milliardaire. Elle était juste Marie. Et pour la première fois de sa vie, la variable était purement la sienne. Aujourd'hui, je ne sais pas trop. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, de me dresser, de vider cette boîte de Pandore. Parfois, je pense que j'ai commis une erreur en touchant à cette obscurité. La ligne est mince, n'est-ce pas, entre la justice et une forme de vengeance satisfaisante. L'argent est là, le silence est là, mais la paix, c'est une autre équation à résoudre. Et je ne suis pas sûr d'en avoir la clé. C'est comme ça que la vie se passe, je crois. Rien n'est parfait. Rien n'est simple. Mais c'est ma vérité pour le moment. Vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pris un tel risque?